Le duc d'Enghien a été assassiné le 21 mars dans les fossés de Vincennes, après un simulacre de procès, sans avocat, sans témoin à charge, à décharge, tout ce que vous voudrez. Donc du 9 mars jusqu'au 24 au soir, les prisonniers sont à Bicêtre. Le 24 au soir, ils viennent ici. On les répartit dans les cellules qui sont jamais que des ballots de paille répandus dans la salle d'armes et dans les pièces attenantes, en particulier vers la salle où Marie-Antoinette a été détenue. Et on va les évacuer. Les charrettes vont arriver pour les emmener au supplice à 9 h. On va les faire monter avec leurs confesseurs dans les charrettes qui vont partir de la place de Mai. De l'autre côté, la place de Mai, c'est la place qui est devant le palais de justice. Il y a eu une émission à propos de l'exécution de Marie-Antoinette qui avait été tournée avec Pierre Cipriot, où on voit en particulier cette grille qui est toujours d'époque, sous laquelle sont passés les condamnés, dont Georges et ses 11 compagnons. Alors ici, donc, c'est l'entrée. Nous n'avons pas accès, parce que nous sommes des citoyens obéissants. Alors nous allons traverser subrepticement le passage aux piétons, jeter un coup d'œil sur cette porte, ce portail, et ensuite nous allons donc suivre le trajet des charrettes. Ici l'entrée, là-bas la sortie. Mais quand ils entrent ici, ils savent de toute façon, puisque pour eux c'est fini. Je vous raconterai ensuite les dernières heures de Georges et de ses compagnons, place de l'hôtel de ville. Je dois battre ma coupe parce que je dois monter. Le matin du 25 juin 1804, à 9h30, 10h moins le quart, les charrettes dans lesquelles sont montés les condamnés et leurs confesseurs quittent la cour de Mai par cette porte où il y a les deux gendarmes, 3 gendarmes en faction. Les bleus. Donc vous avez des touristes, nous on ne peut pas y aller. Mais sachez que c'est de là que partent ceux qui vont être exécutés, dont nous allons suivre maintenant le trajet par les quais, en passant par le pont d'Arcole, pour déboucher sur la place de l'hôtel de ville. Tout le monde suit? Cour de Mai, la pièce là où il y a le sens interdit, la porte juste en face, c'est la salle des gendarmes, dans lesquelles ont été entreposés une partie des condamnés, et d'autres dans les salles derrière, après être passés par la salle de la toilette, dans laquelle on leur confisquait tous leurs biens. Donc ils confisquaient tous leurs biens, et ils étaient apprêtés, on leur coupait donc les cheveux, de façon à être prêts à être guillotinés. Voilà. Maintenant, en route.
il y a 200 ans, il n'y avait pas eu de Gay Pride. Ce qui fait que là où il y a l'équipe de France de football, se trouve un parterre qui correspond à l'endroit à peu près d'où se trouvait la guillotine. Il faut savoir que les quais de Seine n'avaient pas tout à fait cette configuration. Ils étaient beaucoup plus proches. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait s'écouler du liquide, il vaut mieux trouver un caniveau pas trop loin. Or, en l'occurrence, il faut se souvenir qu'en 27 minutes ont été versés 75 litres de sang. Pourquoi la guillotine était-elle là? Un vœu de Napoléon peut-être, mais surtout parce que la guillotine, sécrétant du sang, semait une telle puanteur que les riverains étaient écœurés et qu'il fallait la déplacer, l'amener ailleurs. Le 25 juin, il fait chaud, donc il n'est pas question de guillotiner sur ce qui est place de la Concorde maintenant, parce que le sang va stagner, les mouches vont arriver, ça va être épouvantable. Donc, trouver un endroit frais, près de la Seine, pour purger. Les charrettes arrivent ici vers 10h30, à 11h, tout est terminé. Une légende répandue par en particulier Jean de la Varande, mais qui maintenant est contre-vérifiée par les mémoires de Samson, l'exécuteur des hautes œuvres, dit Monsieur de Paris, permet d'expliquer une chose. Pourquoi, c'est ce que je disais aux descendants de Georges hier et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'a pu être conservé comme par hasard le squelette de Georges Cadoudal? La légende répandue par Jean de la Varande, Gosselin le Nôtre et d'autres, la Varande en a parlé aussi, font que il était beau que Georges montre le chemin de la guillotine pour ne pas se défiler à ses compagnons. Or, dans ses mémoires, Samson dit bien que cette grâce ultime demandée au procureur de l'Empire par Georges a été refusée, ce qui entraînera sa réflexion. Et quoi, j'ai demandé ma grâce, on me refuse celle-ci, parce que Napoléon insistait absolument pour que Georges soit gracié. C'est-à-dire qu'il aille se mettre à genoux devant l'empereur, nouvellement élu, non sacré. Ce bougre-là, il n'est pas content de me couper la tête, il voudrait encore me déshonorer. En entrant dans la salle, Georges dit quelques mots à un guichetier nommé Héberlé qui l'accompagnait, et après la réponse de celui-ci, droit à mon père. Sa démarche était fière, son œil assuré, son teint aussi coloré que d'ordinaire, nulle émotion ne se manifestait, ni dans ses traits. « Monsieur, dit-il, vous êtes exécuteur de Paris ?» Mon père répondit affirmativement. « En ce cas, répliqua Georges, vous saurez que je veux être exécuté le premier. C'est à moi à donner à mes camarades l'exemple du courage et de la résignation. D'ailleurs, je ne veux pas que l'un d'eux s'en aille de ce monde avec l'idée que je pourrais lui survivre. » Mon père lui fit observer que l'ordre d'exécution avait été réglé et que suivant cet ordre, il devait mourir le dernier. « Bah, répliqua Georges, on a mis assez d'insistance à m'offrir une grâce entière pour qu'il ne soit pas possible de me refuser la seule que je sollicite. » Donc il va voir l'exécuteur, va voir le greffier, qui va voir le procureur, et le retour c'est non, la liste fait que Georges doit être exécuté le dernier. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'il dit encore de beau? Alors le rude chef de partisans dut se résigner, ce sont les dernières confidences. Pendant qu'on lui attachait les mains, il dit à ses compagnons: « Nous avions assez souvent battu les Bleus pour avoir droit à la mort de soldats, c'est-à-dire fusillés. Mais nous ne devons rien regretter en nous rappelant que l'échafaud sur lequel nous allons monter a été consacré par le martyr de notre roi. » Avant de le quitter la conciergerie, il dit encore à ses camarades de tous obéir. Ces rudes visages s'adoucirent dans ce suprême adieu à leur chef bien-aimé,
Quelques yeux devinrent humides. Quand ce fut terminé, il leur dit « Et maintenant, il s'agit de montrer aux Parisiens comment meurent des chrétiens, des royalistes et des Bretons. » C'est lui donc qui donne l'ordre à l'exécuteur de se mettre en route, après qu'on lui eut enlevé sa redingote. Dans la première charrette, avec son cousin Pierre Cadoudal, se trouvent Picot, son domestique, et Coster Saint-Victor. Roger, Soyant, Burban et Le Mercier étaient dans la seconde. Leland, Méril et Deville étaient dans la troisième. Coster Saint-Victor n'excitait pas moins de curiosité que son chef. Sa beauté, sa haute mine, son élégance, les bonnes fortunes qu'on lui attribuait en avaient fait le lion du procès. Le public avait fini par se passionner pour le conspirateur et sur le passage du cortège, on entendit à plusieurs reprises des paroles de compassion s'élever de la foule. Pendant le trajet, Georges, devenu sombre et taciturne, depuis qu'on lui avait refusé la faveur qu'il avait sollicitée, n'avait cessé de répéter ses prières. Il vit descendre sans mot dire tous ses compagnons, même Coster Saint-Victor, qui étant le dernier à le précéder sur l'échafaud, voulut l'embrasser encore et lui dit dans ce baiser suprême « Adieu, mon général ». Georges, en se laissant faire, haussa les épaules comme devant un acte de faiblesse ou de puérilité. Puis, quand la belle tête de son jeune complice fut tombée, il monta d'un pas très lent, mais très ferme, les marches de l'échafaud, et lorsqu'il fut sur la plateforme, il s'écria d'une voix retentissante, retenez bien, « Camarades, je vous rejoins, vive le roi !» Camarades, je vous retiens, vive le roi. Et s'il y a une personne qui est bien placée pour savoir ce qui a été dit en dernier, c'est quand même l'exécuteur. Après cette dernière victime, il y eut un moment de confusion. Et donc on va arriver à savoir pourquoi le squelette de Georges est à Carleano et non pas dans une fosse commune, comme ses compagnons à l'heure actuelle, qui n'ont toujours pas été retrouvés. Après cette dernière victime, il y eut un moment de confusion. En présence de cette exécution multiple, les précautions avaient été mal prises. Lorsque la tête de Cadoudal tomba, les paniers à porter étaient pleins. Le cadavre colossal de l'assassin chevalier qui devait faire souche de gentilshommes resta plus d'un quart d'heure sur l'échafaud jusqu'à ce que mon père eut le temps d'envoyer acheter de la toile pour lui faire un linceul à part. Ce qui donc recoupe bien le fait qu'il n'a pas été enfoui et que le chirurgien Larrey, chirurgien de Napoléon, a récupéré le squelette pour en faire ensuite une pièce anatomique à l'Hôtel-Dieu, où il fut récupéré en 1815. À l'époque des 100 jours, donc il a été inhumé dans l'église Saint-Paul où nous étions ce matin, d'où il sera sorti lorsque le mausolée de Carleano sera construit. Voilà pourquoi. Par contre, il est certain que s'il y a le squelette, il n'y a pas la tête. Ou du moins que la tête qu'il y a à Carleano n'est pas la tête de Georges. Alors il y a quelqu'un en France qui sait où aller, moi je ne le sais pas, mais le quelqu'un n'a pas voulu me le dire. Mais il y a une piste qui semble vérifiée, et en particulier dans la descendance de Georges Cadoudal, on sait que la tête qui à l'heure actuelle repose à Carleano ne correspond pas par son volume avec le squelette. Alors il nous reste 2 minutes. Ici, la guillotine, les derniers instants. Camarades, je vous rejoins, vive le roi. Et c'est vrai qu'il ne cite pas l'anecdote parce qu'elle se passe dans la charrette, qui a été dite hier à Carleano dans la famille de Georges, et qui a été dite la veille lorsque nous avons commémoré au jour précis, à Vannes, devant la chapelle du lycée Saint-Yves. 15 personnes. 15 personnes. Et à Carleano au suivant, 33 personnes. Enfin, déjà c'est bien parce qu'il y a des jours où il n'y avait plus rien. Il restera quand même, au moins dans les archives de la préfecture de police, notre passage. Voilà. Puisque donc les autorisations ont été demandées
Et c'est pour ça que donc nous avons eu des éléments un peu drastiques pour ne pas nous approcher de la conciergerie. Alors j'espérais que ma fille m'apporterait la gerbe qui est dans le coffre de ma voiture. Et a priori elle s'est perdue. Quoi dire de plus que c'est très bien d'être venu, d'avoir fait une jolie assemblée. Georges méritait mieux. Georges méritait mieux parce qu'il a été, comme on disait en latin, semper fidelis, utrique fidelis, fidèle jusqu'au bout. Il n'en a tiré aucune prébande, il n'en a tiré aucun honneur. Il faut savoir que un grand nombre de ceux qui ont survécu, je pense en particulier aux responsables des colonnes infernales qui ont déferlé sur la Vendée, qui à l'heure actuelle relèveraient du tribunal pénal international, ont terminé même certains avec la croix de Saint-Louis, ou d'autres sur l'Arc de Triomphe. Le soldat inconnu, vous entrez à droite, vous regardez tout à fait en haut, et vous avez Tureau. On n'a pas d'échelle assez grande pour y donner des coups de burin dessus. Mais c'est un peu comme si on trouvait en Allemagne une rue Hitler. C'est un peu comme ça. Non. Il y a une rue Westermann aussi. Et c'est vrai que Crouza, par exemple, a sa rue à Béziers. C'est vrai que Robespierre a sa rue à Lanester, près de Lorient. Général Hamay à son boulevard, dans sa ville natale. C'est vrai, sur l'Arc de Triomphe aussi. c'est vrai qu'il y a une rue Georges Cadouda à La Vanne. C'est pour ça qu'on nous a refusé une plaque en rond de bosse sur le lycée Saint-Yves. Mais c'est vrai qu'à part nous réunir, parler, le faire savoir, les gens rencontrés ont été étonnés par le cœur chouan sur les Hermines de Bretagne, rappeler le sacrifice de ces gens qui sont allés au bout de leur vie, sacrifiant tout. Georges y a laissé sacrifier sa famille, pas par son souhait, mais par la vengeance de ceux qui étaient en face, pour finalement n'en tirer rien du tout. Éclairés par le Saint-Esprit, nous déposons toutes nos intentions à vos pieds et vous prions d'intercéder auprès de votre divin Fils Jésus-Christ, afin qu'elle soit exaucée selon la volonté de Dieu notre Père. Et vous prions pour le repos de l'âme de Georges Cadouda. Nous avons fait une dizaine de chapelles en sa mémoire. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal.